Le coup de feu brisa le silence de l'après-midi comme un coup de tonnerre venant d'un ciel sans nuages. Toutes les têtes sur la plateforme d'observation se tournèrent vers la voie 7, le couloir restreint réservé à la qualification pour le tir impossible. Un parcours de 366 mètres qui avait brisé la confiance de plus d'opérateurs d'élite que quiconque n'osait compter. Personne n'avait tenté cette voie depuis 3 semaines. Personne n'avait l'autorisation de toucher à l'équipement qui y était installé. Pourtant, le tableau d'affichage électronique s'alluma, son affichage numérique projetant une lueur orange sur les visages stupéfaits de 25 Navy SEALs en pleine certification avancée de tireurs d'élite. Bullseye, en plein centre. Le maître principal, Brick Lawson, baissa sa lunette d'observation, les veines de son cou déjà gonflées par une fureur à peine contenue. A1, à 31 mètres avec des épaules qui semblaient tendre le tissu de son gilet tactique. Brick imposait le respect rien que par sa présence. Il avait gagné sa réputation d'instructeur le plus exigeant au centre d'entraînement conjoint des tireurs d'élite grâce à 12 ans de service et une personnalité qui traitait la faiblesse comme une insulte personnelle. Qu'est-ce que c'était que ça? Sa voix trancha la foule murmurante comme une lame. Qui a autorisé ce tir? Les SEALs échangèrent des regards, chaque expression reflétant la confusion et la curiosité. Le lieutenant-commander Ivory Ashford sortit du confort climatisé du bureau administratif. Son uniforme parfaitement repassé contrastait starkement avec la poussière et la sueur du terrain d'entraînement. Elle balaya la scène du regard avec le calcul froid de quelqu'un qui avait gravi les échelons en ne laissant jamais les émotions obscurcir son jugement. J'ai entendu un tir provenant de la voie restreinte. Ses yeux passèrent sur les opérateurs assemblés, cataloguant les visages et calculant les possibilités. Quelqu'un veut m'expliquer pourquoi mon après-midi vient de se compliquer? La mâchoire de Brick se serra. J'ai posé une question. Qui a tiré ce coup? Le silence s'étendit sur le champ de tir comme un souffle retenu. Puis un mouvement attira son regard du coin de l'œil. Une petite silhouette se détachant de l'ombre du bâtiment de l'armurerie à 46 mètres de là, la femme qui en émergea marcha sans hâte, son uniforme délavé la marquant comme rien de plus que du personnel de soutien. L'épine dorsale invisible qui maintenait les installations en fonctionnement pendant que les guerriers s'entraînaient. Ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval pratique, sa silhouette si frêle que le fusil Barrett M82 A1 qu'elle portait aurait dû lui courber l'échine. Au lieu de cela, elle le tenait comme une extension d'elle-même. L'arme de 14 kills équilibrée avec une facilité presque décontractée. Elle, le matelot Flynn Caldwell Ricana, son téléphone déjà en main. Enregistrant le moment pour ce qu'il supposait devenir un divertissement de caserne, l'employé de l'armurerie. « Vous devez vous moquer de moi. » Hazel Whitmore posa le fusil sur la table d'inspection sans cérémonie, ses yeux gris parcourant la foule avant de se fixer sur le tableau d'affichage encore luminescent. Elle ne dit rien, son visage ne révéla rien. Dans la hiérarchie de la présence militaire, elle passait pour un bruit de fond, le genre de personne sur laquelle le regard glisse sans s'accrocher. Brick traversa la distance entre eux en 4 enjambées agressives, son ombre tombant sur elle comme une menace physique. « Tu crois que tu peux juste te pointer sur mon champ de tir et jouer aux soldats? » « Ma chérie », le terme affectueux sointait le mépris. Le regard de Hazel se leva pour rencontrer le sien, et pendant une fraction de seconde, quelque chose scintilla dans ses profondeurs gris pâles, puis cela disparut, remplacé par la soumission vide de quelqu'un habitué à être ignoré. « Coup de chance », continua Brick, se penchant plus près jusqu'à ce que son souffle agite les mèches de cheveux près de sa tempe, où tu viens de violer environ 15 réglementations concernant les tirs non autorisés. Dans les 2 cas, tu es dans un monde d'ennui. Elle resta silencieuse. Le maître de première classe Archer Donnelly s'approcha de la table d'inspection, son expertise technique évidente dans la façon méthodique dont il examina le Barrett. Il passa ses doigts le long du canon, vérifiant la température, puis approcha son nez de l'action. L'arme a été tirée récemment, encore chaude. Il se tourna vers Hazel avec une expression mêlant suspicion et curiosité sincère. « Tu sais même comment démonter ce truc? Parce que si tu endommages du matériel gouvernemental en prétendant être quelque chose que tu n'es pas, la paperasse va t'enterrer. » Hazel tendit la main vers le fusil sans demander la permission. Ses mains bougèrent en un flou de mouvements pratiqués, vidant la chambre avec une vitesse qui fit monter les sourcils d'Archer jusqu'à sa ligne de cheveux. 3 secondes.
peut-être moins. Le genre d'efficacité qui venait d'une répétition mesurée en milliers, pas en dizaines. La caméra de Flynn enregistrait toujours. Oh, c'est de l'or. Attendez que les gars voient ça. La femme de ménage se prend pour Chris Kyle. Dumas positionné au bord du champ de tir. Le sergent-chef Otis Brennan s'arrêta dans sa tâche éternelle de polissage des verres. À 67 ans, avec un visage buriné par des décennies de service et des yeux qui avaient vu des choses qu'il ne discuterait jamais. Otis était devenu un pilier du centre d'entraînement depuis sa retraite 5 ans plus tôt. Il gérait le petit stand de rafraîchissement comme un moyen de rester connecté au monde qu'il avait défini. Maintenant, ses yeux connaisseurs se fixèrent sur la scène se déroulant près de la voie 7, et quelque chose dans son expression passa de l'intérêt décontracté à une inquiétude tranquille. Le maître principal, Gaston Mercer, sortit du bureau du champ de tir, son porte-bloc serré comme un bouclier contre le chaos menaçant son après-midi soigneusement planifié. 15 ans en opération spéciale lui avaient appris à valoriser l'ordre par-dessus presque tout, et un tir inattendu d'une voie restreinte ne rentrait pas dans sa définition de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? J'essaie de diriger une installation d'entraînement professionnel, pas un cirque. Son regard balaya la foule avant de se poser sur Hazel. Toy. Personnel de l'armurerie. Explique-toi. Hazel soutint son regard sans ciller. J'ai tiré le coup. Maître principal. Évidemment, le ton de Gaston aurait pu geler de l'eau à 46 mètres. La question est pourquoi? Sous quelle autorité? Et comment quelqu'un, avec ton niveau d'autorisation, a accédé à l'équipement restreint? La voie était inoccupée. L'arme avait besoin d'un test de fonctionnement après maintenance. Test de fonctionnement. Gaston répéta les mots, comme s'ils étaient prononcés dans une langue étrangère. À 280 mètres sur la cible de qualification. La cible était déjà installée. Brick Wright, le sondeur est mon cœur. Incroyable. Elle pense qu'on est assez stupide pour gober ça. Je ne pense rien, répondit Hazel, sa voix plate. Je dis ce qui s'est passé. Le lieutenant-commandeur Ivory Ashford avait observé l'échange avec la patience d'un prédateur évaluant sa proie. Maintenant, elle s'avança. Sa présence changeant immédiatement la dynamique, les officiers imposèrent la différence par le rang seul, et Ivory avait passé sa carrière à apprendre à armer cette autorité. Ma chérie, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Son sourire avait toute la chaleur d'un matin de février en Alaska. L'armurerie est par là. Cette zone est pour les opérateurs qualifiés, le terrain de jeu des grands garçons. Si tu veux, elle fit un geste dédaigneux vers le bâtiment de stockage d'équipements. File maintenance. Laisse le tir aux gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Le regard de Hazel ne vacilla pas. Avec respect. Madame, le tir parlait de lui-même. La température sur la plateforme d'observation sembla chuter de plusieurs degrés. Pardon. Les sourcils parfaitement dessinés d'Ivory s'arquèrent avec une précision dangereuse. Notre employé de l'armurerie. Vient-elle de répondre à un lieutenant-commandeur? J'ai énoncé un fait. Le tableau d'affichage confirme la précision. Un coup de chance. Intervint Gaston. Sa patience s'érodant clairement. Ça ne fait pas de toi une tireuse d'élite. J'ai vu des coups de bol avant. Conditions atmosphériques. Avantage mécanique. Pure chance aléatoire. Ça arrive. Il agita la main en signe de rejet. Retourne à tes devoirs. Nous avons un entraînement réel à conduire. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose. As-tu déjà été jugé sur ton apparence? Méprisé parce que les gens ne voyaient pas ta vraie valeur. Si cette histoire te parle, appuie sur le bouton S'abonner maintenant, parce que ce qui arrive ensuite à cet employé d'armurerie silencieuse va complètement inverser la situation. Crois-moi, tu ne veux pas rater le moment où tout change. Abonne-toi et continuons. Hazel se tourna pour partir, mais Brick se déplaça pour lui bloquer le chemin. Sa masse considérable formant une barrière efficace. Le message était clair sans mots. Ce n'était pas fini jusqu'à ce qu'il décide que c'était fini. Pas si vite. Il sortit une cartouche unique de la poche de son gilet, la tenant entre le pouce et l'index comme une accusation. Je veux voir ce coup de chance une fois de plus. Prouve que ce n'était pas un coup de bol. Il pressa la munition dans sa paume, sa prise s'attardant juste assez longtemps pour communiquer une menace. Ou admets que tu as eu de la chance et excuse-toi pour avoir fait perdre du temps à tout le monde. Le sergent d'artillerie Fern Delgado avait observé depuis sa position près de la station de liaison des Marines, en tant que l'une des rares instructrices féminines de l'installation conjointe. Elle avait développé un sens affûté pour les situations qui portaient des sous-courants que la plupart des hommes rataient entièrement. Quelque chose chez l'employé de l'armurerie la titillait. Un décalage entre l'apparence et l'essence qu'elle ne pouvait pas tout à fait articuler. La façon dont la femme se tenait.
Peut-être, le poids équilibré, les épaules détendues mais prêtes, les yeux qui se déplaçaient en pattern suggérant une évaluation des menaces, plutôt qu'un balayage nerveux. Ça sent mauvais, murmura Fern pour personne en particulier. Le lieutenant Silas Hartwell, l'officier de sécurité du champ de tir, dont la responsabilité principale consistait à prévenir exactement ce genre de situation irrégulière, s'avança avec un porte-bloc de réglementation. C'est hautement irrégulier. Elle n'est pas autorisée pour des exercices à feu réel. La responsabilité seule. Considère ça comme une démonstration? Interrompit Ivory avec fluidité. Je suis curieuse de voir ce qui se passe quand la chance s'épuise. La foule avait grossi, les nouvelles voyageaient vite dans les installations militaires, et la perspective de voir du personnel de soutien s'embarrasser avait un attrait universel. 30 personnes bordaient maintenant la plateforme d'observation, les téléphones enregistrant discrètement ce qui promettait d'être soit de la comédie, soit de la controverse. Hazel regarda la cartouche dans sa paume, puis la mère de visage expectant l'entourant. Pour la première fois, quelque chose changea dans son expression. Pas de la peur, pas de la colère. Quelque chose qui ressemblait à un calcul filtré par de la résignation. Elle marcha vers la voie 7. Le tapis de tir l'attendait où elle l'avait laissé. Portant encore l'empreinte de sa position précédente, le Barrett restait sur la table d'inspection, vidé et sécurisé, sa lunette captant la lumière de l'après-midi d'une façon qui faisait briller l'optique de précision comme une promesse. Hazel chargea la cartouche unique avec des mouvements qui coulaient plutôt que saccadés, chaque action se connectant sans heurte à la suivante. Elle vérifia les drapeaux de vent dispersés sur le champ de tir, mais son attention principale semblait focalisée sur autre chose. Ses yeux suivaient des particules de poussière dérivant dans l'air, calculant la vitesse et la direction du vent par des méthodes d'observation qui n'apparaissaient dans aucun manuel officiel. Le chef d'escadre Caleb Rohr, le spécialiste senior en armes de l'installation, remarqua sa prise alors qu'elle s'installait en position. « C'est intéressant », dit-il tiède, plus pour lui-même que pour quiconque. La façon dont elle berçait le fusil, l'angle de sa joue contre la crosse, la distribution de son poids. Rien de tout cela ne correspondait aux techniques standards enseignées au personnel de soutien. Brick et Archer échangèrent des sourires d'anticipation. $100 qu'elle rate, proposa Brick. 200 qu'elle ne sait même pas utiliser la lunette correctement. Contre Archer. La respiration de Hazel changea, ralentit, s'approfondit, le rythme de quelqu'un qui avait tiré non pas des centaines mais des milliers de cartouches, qui avait appris à synchroniser le battement de cœur et la pression de la détente jusqu'à ce qu'il devienne une action coordonnée unique. Le champ de tir devint silencieux, même le vent semblait faire une pause. Elle pressa la détente. Le Barrett rugit son tonnerre à travers le paysage désertique et, à plus de 180 mètres, le centre de la cible explosa en confirmation. Bullseye en plein centre à nouveau. C'est impossible. Archer arracha la lunette d'observation de son support, pressant son œil contre l'objectif avec une intensité désespérée. Le vent a changé pendant le vol. Je l'ai vu, les drapeaux ont bougé. Elle aurait dû être au moins à 6 centimes de la cible. Elle a compensé, dit Fern doucement, ajusté pour le changement avant qu'il n'arrive. Ce n'est pas de la compensation. La voix de Brick avait perdu une partie de son arrogance. C'est de la prédiction. C'est savoir ce que le vent va faire avant qu'il ne le fasse. Hazel se leva du tapis, époussetant ses genoux avec la même efficacité décontractée qu'elle avait montrée tout du long. Son visage resta impassible, mais quelque chose dans son attitude avait subtilement changé. La différence n'était plus tout à fait aussi convaincante qu'avant. Gaston fixa le tableau d'affichage, puis la femme, puis le tableau à nouveau. 15 ans d'expérience lui disaient que ce qu'il venait de voir était extraordinaire. 15 ans d'orgueil refusaient de l'admettre. Impressionnant, admit-il à contre-cœur. Mais n'importe qui peut toucher une cible stationnaire, même 2 fois. Les vrais tireurs d'élite opèrent sous pression. Archer vit l'ouverture. Voyons-la le faire en mouvement. Il se dirigea vers le panneau de contrôle du champ de tir, ses doigts planant sur la séquence d'activation pour le système de cible mobile, patterns aléatoires. Vitesse variable, le standard de qualification pour la certification des opérations spéciales. Ce n'était pas une suggestion. La foule se pencha en avant, sentant le sang dans l'eau. Hazel jeta un regard à l'ensemble des cibles, puis à Archer, puis au visage expectant l'entourant. Elle aurait pu refuser. Aurait dû refuser. Chaque réglementation soutenait le fait de partir. Au lieu de cela, elle tendit la main vers plus de munitions. Le système de notation électronique du champ de tir affichait des données en temps réel sur des tablettes montées à chaque station. Ces appareils militaires robustes avaient été construits pour résister à la poussière, à la chaleur et aux vibrations constantes des tirs proches. Une technologie renforcée conçue pour les observateurs avancés en zone de combat.
capable de calculer la vitesse du vent, l'humidité et les ajustements de trajectoire, avec une précision que l'équipement civil ne pouvait égaler. Chaque tireur sérieux de l'installation connaissait la vérité. Des données précises faisaient la différence entre un coup au but et un raté, entre le succès de la mission et des sacs mortuaires. Hazel se réinstalla en position alors qu'Archer activait le système de cible mobile. 5 cibles commencèrent leur danse imprévisible sur le champ de tir, se déplaçant à des vitesses variables le long de chemins aléatoires. 3 tirs, 3 morts. Les cibles tombèrent en séquence si rapide que les spectateurs peinaient à suivre laquelle était tombée en premier. Fern Delgado exhala lentement. Mère de miséricorde. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de l'entraînement. C'est autre chose entièrement. Le silence qui suivit avait une qualité différente de celui d'avant. Moins de moquerie, plus d'incertitude. Ivory Ashford n'était pas devenue lieutenant commander en acceptant la défaite gracieusement. Elle récupéra une carte tactique du bureau du champ de tir, l'étalant sur la table d'inspection avec une cérémonie délibérée. Tir suffisant, concéda-t-elle, le mot suffisant, délivré comme une insulte. Mais tirer sur des cibles ne fait pas de quelqu'un un tireur d'élite. Les vrais opérateurs prennent des décisions tactiques sous pression. Ils lisent le terrain, ils planifient les approches et les échappées. Elle tapa sur la carte avec un ongle manucuré. Calcule un tir depuis cette position. Facteur l'élévation. Le couloir de vent et la route d'extraction. Montre-moi que tu comprends la différence entre appuyer sur une détente et accomplir une mission. Le défi plana dans l'air. Lord d'Implications. Ce n'était plus à propos du tir. C'était à propos de remettre l'employé de l'armurerie à sa place. Hazel s'approcha de la carte. Ses yeux parcoururent les caractéristiques du terrain pendant peut-être 5 secondes, puis sa main attrapa le stylo de marquage et elle commença à annoter. Position primaire ici. Une petite croix apparut sur une crête élevée offrant une dissimulation et des lignes de vue claires. Position secondaire de repli ici. Une autre marque pour permettre un déplacement rapide si la primaire était compromise. Point d'extraction ici. Une troisième notation indiquant une route, évitant les points d'étranglement évidents tout en maximisant la couverture. La primaire offre une portée d'engagement de 97 mètres avec une dissimulation naturelle de la formation rocheuse. La secondaire ajoute 183 mètres, mais sacrifie la stabilité. L'extraction utilise le lit de rivière asséché pour masquer le mouvement pendant l'évacuation. Sa voie resta plate. Clinique. Dénuée d'émotion. Le couloir devant court du sud-ouest au nord-est à cette élévation. Environ 4 à 6 ms basés sur les patterns saisonniers. L'humidité sera plus basse le matin, affectant la chute de la balle d'environ 0,76 cm à portée maximale. Gaston attrape la carte, ses yeux scannant les annotations avec une incrédulité croissante. Ce n'étaient pas des solutions de manuel, ce n'étaient pas des théories de classe régurgitées par quelqu'un qui avait mémorisé le manuel. C'étaient les réponses d'un opérateur qui avait planifié et exécuté de vraies missions, qui comprenait le terrain parce que des vies en avaient dépendu. Où as-tu appris ça? La question lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. Hazel soutint son regard. Sur le terrain, Archer avait lancé une vérification d'antécédents sur sa tablette, cherchant tout ce qui pourrait expliquer l'inexplicable. « J'ai quelque chose », annonça-t-il, le soulagement évident dans sa voix. Il est dit ici qu'elle était instructrice de tir à Quantico il y a 5 ans. Ça explique le tir. La tension dans la foule se relâcha légèrement. Mystère résolu. L'employé de l'armurerie avait une formation réelle, inhabituelle pour du personnel de soutien, mais pas impossible. Mais Fern n'était pas satisfaite. Les instructeurs de Quantico ne tirent pas comme ça, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. J'ai entraîné avec leurs meilleurs. Ils sont bons, vraiment bons. Mais ça, elle secoua la tête. C'est différent. OK. Les choses deviennent intenses. Mais voilà le truc. On gratte à peine la surface. La vraie révélation arrive, et elle est plus grande que ce que quiconque s'attend. Si tu es accroché comme moi, écrase ce bouton like et laisse un commentaire. Qu'est-ce que tu penses être son secret? Voyons qui devine juste. Hazel tendit la main vers un chiffon pour nettoyer le barrette et sa manche remonta sur son avant-bras, exposant une cicatrice qui courait de son poignet presque jusqu'à son coude. Le tissu était pâle et plissé. Le pattern distinctif des dommages par shrapnel, plutôt que d'une incision chirurgicale. Corman Iris Thorne le remarqua immédiatement. Le personnel médical développait un œil pour les types de blessures et ce qu'elle voyait sur le bras de l'employé de l'armurerie ne correspondait à aucun accident industriel ou incident d'entraînement. C'était un traumatisme de combat, la signature d'un IED ou d'une fragmentation, le genre de blessure gagnée dans des endroits où la paperasse était le cadet des soucis. Cette cicatrice, dit Iris doucement à Dahlia Vance, la médic de garde,
Ce n'est pas d'ici, c'est de quelque part de chaud. Brick l'avait remarqué aussi. Son approche confrontationnelle changea légèrement, l'incertitude s'infiltrant dans sa posture agressive. La cicatrice suggérait une histoire qu'il n'avait pas anticipée, des complications à la narrative simple du personnel de soutien dépassant les bornes. Mais admettre le doute signifiait admettre qu'il avait tort. Et Brick Lawson ne se trompait pas. D'accord, donc tu as une certaine formation? Admittal. La concession lui coûtant visiblement. Ça ne veut pas dire que tu appartiens sur ce champ de tir. Ça ne veut pas dire que tu as gagné le droit de tirer aux côtés d'opérateurs réels. Il s'approcha plus près, utilisant sa taille physique pour compenser son assurance vacillante. En combat réel, les gens tirent en retour. Les cibles ne tombent pas et ne restent pas à terre. Elles bougent, elles se cachent. Elles essaient de te tuer avant que tu ne les tues. Il poussa son épaule. Un geste conçu pour provoquer. Hazel ne recula pas, ne tressaillit pas. Ses yeux rencontrèrent les siens avec une immobilité absolue qui semblait fondamentalement fausse pour quelqu'un dans sa position supposée. La plupart des gens, confrontés à un supérieur agressif 2 fois leur taille, montraient une réaction peur, colère, soumission. Hazel ne montrait rien. Le vide derrière ses yeux gris portait la qualité de quelqu'un qui avait affronté des choses qui faisaient paraître Brick Lawson trivial en comparaison. « Tu as fini ?» demanda-t-elle. La question aurait dû sonner humble. Au lieu de cela, elle atterrit comme un défi. Flynn Caldwell, encore en train d'enregistrer, sentit une opportunité de se faire bien voir auprès du personnel senior. Il s'avança avec la malice enthousiaste de quelqu'un qui n'avait pas appris que la cruauté revenait généralement à sa source. Peut-être qu'on devrait vérifier son casier, suggéra-t-il. Personnel de soutien se faufilant sur des champs de tir restreints, montrant des compétences qu'il ne devrait pas avoir. Ça me semble suspect. Peut-être qu'elle a d'autres secrets qu'elle cache. La suggestion prit de l'ampleur. Gaston hoqua la tête brièvement. Pas une précaution déraisonnable vu les irrégularités. 20 minutes plus tard, Flynn revint avec une boîte en bois qu'il considérait clairement comme un trophée. Il la posa sur la table d'inspection avec un flourish théâtral, soulevant le couvercle pour révéler son contenu. « Arms personnel », annonça-t-il triomphalement. Dans une installation militaire, je suis sûr que c'est contre environ 50 réglementations. À l'intérieur de la boîte reposait un pistolet personnalisé, ces modifications suggérant un travail de qualité professionnelle plutôt qu'un bricolage amateur. Dessous, une vieille boussole, son boîtier en laiton usé par des années de manipulation et partiellement caché sous un tissu plié. Le coin d'une photographie était visible. Eh bien, la satisfaction d'Ivory était palpable. On dirait que quelqu'un gardait des secrets, arms non autorisés sur la base. Ce n'est pas juste une réprimande, c'est potentiellement criminel. Gaston jeta un regard à la paperasse d'assurance empilée sur son bureau à proximité, une couverture spécialisée pour les contractants militaires et les vétérans transitionnant vers des carrières civiles était devenue pratique standard. Les plans premium offrant des avantages que les polices régulières ne pouvaient égaler, couverture pour les exercices d'entraînement à haut risque, avenance pour invalidité liée au service, acceptation garantie indépendamment de l'historique de déploiement. Pour les gens dans ce métier, une protection financière appropriée n'était pas juste conseillée. C'était une planification de survie. Il chassa la pensée et se concentra sur la boîte. Le regard de Hazel s'était fixé sur la photographie, et pour la première fois depuis que cette confrontation avait commencé, une émotion genuine scintilla sur ses traits. Douleur, perte, quelque chose qui défiait une catégorisation facile, puis cela disparut, verrouillé derrière des murs clairement construits il y a longtemps. Le capitaine Hugo Castellano choisit ce moment pour arriver. Son SUV noir avait été garé dehors du champ de tir pendant plusieurs minutes, mais il avait attendu de faire son entrée jusqu'à ce que la situation se soit suffisamment développée. Les liaisons du Pentagone apprenaient la patience comme exigence professionnelle. « Je cherche quelqu'un », annonça-t-il, marchant à travers la foule, avec la confiance de quelqu'un qui surpassait en rang tout le monde présent. Une femme correspondant à une certaine description a été signalée dans cette installation. Tous les yeux se tournèrent vers Hazel. Le sourire d'Ivory aurait pu couper du verre. « Capitaine, je crois que nous avons peut-être trouvé votre personne avec des armes non autorisées et un mépris complet pour le protocole. » Hugo balaya la scène du regard, son attention s'attardant sur la boîte en bois avant de se déplacer vers Hazel elle-même. Quelque chose d'indéchiffrable passa sur son visage, puis il marcha devant elle sans un second regard. Se dirigeant vers le bâtiment administratif,
Continuez. Je ferai mes enquêtes par les canaux appropriés. Le moment anticlimactique laissa la confusion dans son sillage. Si le Pentagone cherchait l'employé de l'armurerie, pourquoi le capitaine ne l'avait-il pas reconnu? Fausse alarme. Je suppose, murmura Archer. Mais Fern remarqua que Hugo s'était arrêté à la porte, regardant par-dessus son épaule avec une expression suggérant que l'histoire était loin d'être terminée. Le téléphone de Gaston vibra avec un message entrant. Son visage, déjà stern, se durcit en quelque chose approchant du granit. L'amiral arrive, annonça-t-il. Inspection dans 30 minutes. Tout doit être en ordre maintenant. La nouvelle envoya une onde de panique contrôlée à travers le personnel assemblé. Les inspections d'amiral étaient des événements définissant les carrières. La différence entre une présentation parfaite et une petite négligence pouvait signifier la différence entre promotion et stagnation. Nettoyez ce bordel, ordonna Gaston, gesticulant vers la table d'inspection et son contenu incriminant. Nous nous occuperons de la situation de l'employé de l'armurerie après le départ de l'amiral. Mais le lieutenant Silas Hartwell avait lancé sa propre enquête. Quelque chose dans la situation ne collait pas, et la curiosité l'avait poussé à accéder à la base de données du personnel. C'est étrange, murmura-t-il, fixant l'écran de sa tablette. Quoi? Fern s'approcha, regardant par-dessus son épaule. Son dossier. J'ai cherché Hazel Whitmore, et le système m'a renvoyé une restriction d'accès. Niveau 5 requis. Niveau 5. Les sourcils de Fern montèrent. C'est le niveau de la communauté du renseignement. Contre-terrorisme. Opération classifiée. Exactement. Silas rencontre ses yeux. Pourquoi une employée de l'armurerie aurait-elle besoin d'une protection de niveau 5 sur son dossier personnel? Le sergent de première classe, Ezra Blackwood, entra dans la zone du champ de tir à ce moment. Son insigne d'Army Ranger, le marquant comme le liaison du commandement des opérations conjointes. Il se déplaça avec la confiance aisée de quelqu'un à l'aise dans les environnements militaires. Son attention se dispersa sur les diverses activités jusqu'à ce qu'elle se pose sur une personne spécifique. Il s'arrêta en pleine enjambée, se figea. La couleur quitta son visage avec une vitesse suggérant une maladie soudaine ou un choc profond. Hazel l'avait remarqué aussi. Leurs yeux se rencontrèrent à travers 9 mètres de sol poussiéreux du champ de tir. Et dans ce bref contact, quelque chose passa entre eux. Reconnaissance, histoire, émotions compliquées que ni l'un ni l'autre ne semblaient prêts à admettre publiquement. Ezra se reprit en premier, forçant ses pieds à bouger à nouveau, mais sa trajectoire avait changé. Il s'éloigna de Hazel, se dirigeant vers le bâtiment administratif avec un but urgent soudain. Fern attrapa l'échange. « Tu la connais? » « Non. » Le déni vint trop vite. Jamais vu avant. Ses mains tremblaient. Le maître de deuxième classe, Clover Nguyen, la stagiaire armurière qui avait suivi Hazel pendant le mois passé, se précipita vers la confrontation avec une détresse évidente. « Madame, » dit-elle essoufflée, s'adressant à Hazel, « ils ont trouvé quelque chose dans ton casier. » Le chef Brick dit. Elle s'arrêta court, alors que Brick lui-même émergea du bâtiment de l'armurerie, la boîte en bois en sa possession une fois de plus. On dirait que nous n'en avons pas fini après tout. L'incertitude antérieure de Brick avait été remplacée par une agression renouvelée. Maintenant, il avait des preuves. Maintenant, il avait un levier. Arms personnel. Photographies mystérieuses. Un dossier personnel qui nécessite une autorisation de renseignement pour y accéder. Il posa la boîte et enleva la boussole en laiton, la tenant pour examen. Ce n'est pas de l'équipement de personnel de soutien, c'est du matériel opérationnel. Hugo était revenu, attiré par le tumulte. Ses yeux se fixèrent sur la boussole avec une intensité soudaine. « Attendez !» Il s'avança, tendant la main vers l'objet. « Laissez-moi voir ça. » Brick relinquit la boussole à contre-cœur, regardant tandis que le capitaine du Pentagone l'examinait avec une incrédulité croissante. « C'est du G-Sien, » dit Hugo doucement. « Commandement des opérations spéciales conjointes. Ce ne sont pas des souvenirs. Ils sont assignés à du personnel spécifique pour des missions spécifiques. » Il regarda Hazel avec des yeux neufs. « Où as-tu eu ça? Nous sommes au point de bascule maintenant. Tout ce que tu pensais savoir est sur le point d'éclater. Avant que la grande révélation ne tombe, assure-toi d'être abonné avec les notifications activées. Partage ça avec quelqu'un qui aime les histoires militaires. Tu voudras discuter de ce qui se passe ensuite. » Avant que Hazel ne puisse répondre, la patience d'Every éclata enfin. Assez de ces absurdités. Elle s'avança, tendant la main vers le col de Hazel, avec la confiance arrogante de quelqu'un qui n'avait jamais affronté de vraies conséquences pour ses actions. «
tu vas nous dire qui tu es vraiment maintenant. Ou je m'assure personnellement que tu passes la prochaine décennie à regretter cette petite performance. Sa main se referma sur le tissu. Ce qui se passa ensuite arriva trop vite pour que la plupart des observateurs le traitent. Un moment Ivory attrapait, le suivant elle haletait, son poignet verrouillé dans une prise qui avait matérialisé de nulle part, son bras tordu à un angle qui envoyait la douleur jusqu'à son épaule. Technique de combat au corps à corps. Execution parfaite. Le genre de réponse qui venait de la mémoire musculaire forgée par des années d'entraînement spécialisé. Hazel la relâcha presque immédiatement, reculant avec les mains levées en geste de non-agression. Mais le dommage était fait. Tout le monde avait vu, tu as agressé un officier. Ivory parvint à dire, frottant son poignet, c'est la cour martiale, c'est la prison. Tu m'as attrapé en premier. La voix de Hazel resta calme. J'ai répondu au contact physique avec une force proportionnelle. Force proportionnelle. Brick rit réellement. Où est-ce qu'une employée de l'armurerie apprend à bouger comme ça? La réponse devint visible une seconde plus tard. Dans la brève lutte, le col de Hazel s'était déchiré. Pas dramatiquement, mais assez pour exposer son épaule gauche. Et là, tatoué dans sa peau avec la permanence de l'identité elle-même, était un tatouage qui fit arrêter de respirer tout le monde à portée de vue. Un crâne portant une capuche tactique. 2 fusils de tireurs d'élite croisés derrière. Et dessous en lettres clairement conçues, pour être lus seulement par ceux qui savaient ce qu'elles signifiaient. Cellule de Tirers d'Elite DevGru. Wraith. Personne ne parla. Personne ne bougea. La chaleur de l'après-midi pressait sur le champ de tir comme un poids physique, mais personne ne semblait le remarquer. Fern Delgado brisa le silence en premier, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Ghost Reaper. Cette unité n'existe pas. C'est un mythe, une histoire qu'on raconte à l'école des SEALs pour séparer les rêveurs des réalistes. Wraith, souffla Gaston. Le nom semblait lui coûter quelque chose à prononcer à voix haute. Le Wraith. Quarantasept confirmes. Ce n'est pas possible. Wraith est supposé être mort. La voix de Hazel trancha les murmures comme une lame à travers le brouillard. Froide. Certaine. Pourtant, le poids de quelqu'un qui avait entendu cette supposition particulière plusieurs fois auparavant, les rapports de ma mort étaient stratégiques. Le silence tactique qui suivit dura exactement 3 secondes. Puis le monde changea. Le convoi arrive avec la précision d'une chorégraphie militaire, 3 véhicules portant les marques de transport d'officier général. Avant qu'il ne se soit complètement arrêté, les portes s'ouvraient et le personnel se bousculait. Le contre-amiral Solomon Crawford émergea du véhicule de tête avec le port de quelqu'un qui commandait le respect depuis si longtemps qu'il était devenu indistinguishable de sa nature fondamentale. 3 étoiles, des décennies de service, une réputation qui le précédait dans chaque pièce qu'il entrait. Son attention se verrouilla sur une personne et ne vacilla pas. Tandis qu'il traversait le sol du champ de tir, il s'arrêta directement devant Hazel Whitmore, l'employé de l'armurerie, le personnel de soutien anonyme, la femme que tout le monde avait passé l'heure précédente à rejeter, moquer et tenter d'humilier. Le silence s'étendit en éternité. Puis le contre-amiral Solomon Crawford, en tant qu'officier 3 étoiles au sommet de la réussite navale, leva la main en salut formel. Maître-chef Whitmore. Sa voix porta à travers le champ de tir avec une clarté cristalline, s'assurant que chaque personne présente entendrait et comprendrait. C'est un honneur. La réaction se propagea comme des ondes de choc d'une explosion. Les genoux de Brick Lawson fléchirent. Il attrapa la table d'inspection pour se soutenir, son visage passant par des expressions trop rapidement pour les cataloguer. Choc, déni, horreur, compréhension. Maître-chef, répéta-t-il, les mots à peine audibles. Elle est un maître-chef. E9, c'est le rang enrôlé le plus haut en guerre spéciale. Ivory Ashford était devenue pâle comme neige fraîche. Semaine, celle qui avait attrapé le col d'une héroïne de guerre décorée minutes plus tôt, tremblait visiblement contre son côté. Archer Donnelly se tenait simplement la bouche ouverte, sa vitesse de traitement apparemment insuffisante pour la magnitude de ce qui venait de se produire. Gaston Mercer, 15 ans d'expérience et d'orgueil, se mit au garde-à-vous et salua sans pensée consciente, la mémoire musculaire surpassant l'incrédulité. Le téléphone de Flynn Caldwell glissa de ses doigts engourdis, claquant contre le béton. L'écran affichait des miniatures des photos qu'il avait prises, celles destinées à moquer et humilier. Autour d'eux, 25 Navy SEALs, des hommes qui avaient passé leur carrière à se préparer aux missions les plus dangereuses imaginables, se tenaient en silence figé, leur entraînement préparation inadéquate pour la révélation se déroulant devant eux. Fern Delgado essuya des larmes de ses yeux sans embarras. Je le savais,
Je savais qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. De la porte du mess. Otis Brennan hoqua la tête lentement. Son expression portante la satisfaction tranquille de secrets enfin révélés. Il l'avait su depuis le moment où Hazel Whitmore avait marché sur cette base 6 mois plus tôt, prenant un boulot si loin, en dessous de ses capacités, qu'il frôlait l'absurde. Il l'avait su. Maître chef Hazel Whitmore, continua l'Amiral Crawford, son salut toujours tenu. Cellule de tireurs d'élite Devgrew, indicatif Wraith. 47 toises confirmées, 3 étoiles d'argent, 2 cœurs pourpres. Service dans 6 pays sous des conditions qui restent classifiées à ce jour. Les credentials planaient dans l'air comme des objets physiques. Chaque réussite ajoutant du poids à la réalisation déjà écrasante de à quel point tout le monde présent avait mal calculé. Ezra Blackwood était revenu de là où il avait fui. Maintenant, il se tenait au bord de la foule, son déni antérieur oublié. Kandahar, dit-il, sa voix épaisse d'émotion. 204, Operation Crimson Tide. Il s'avança et il y avait des larmes sur ses joues. Tu as sauvé toute mon escouade. Nous ne t'avons jamais vu, jamais su qui a sorti nos gens de ce cauchemar. Mais je me souviens des tirs. 6 tangos abattus en moins de 4 secondes, d'une crête que nous ne savions même pas exister. Il se mit au garde à vous, salua, et j'ai passé 10 ans à me demander qui remercier. 10 ans à porter cette dette. L'expression de Hazel scintilla. Juste pour un moment. Quelque chose d'humain transparaissait à travers le masque professionnel, puis cela fut contenu à nouveau. Tu as survécu, dit-elle simplement. C'est tout ce qui compte. La plateforme d'observation était devenue une galerie de honte. Chaque personne qui avait moqué, rejeté ou antagonisé l'employé d'armurerie silencieuse se tenait maintenant confrontée à la magnitude de leur erreur. Les yeux de Clover Nagwan étaient grands comme des assiettes, son jeune visage reflétant l'émerveillement de quelqu'un rencontrant une légende faite chair. Caleb Rohr murmura quelque chose sur les techniques d'entraînement d'Evgrew, ses soupçons antérieurs maintenant validés au-delà de tout doute raisonnable. Hugo Castiano s'était reculé, réévaluant tout ce qu'il pensait savoir sur la femme qu'il avait été envoyé trouver, et l'amiral Solomon Crawford abaissa enfin son salut, ses yeux ne quittant jamais le visage de Hazel. « Quelqu'un veut m'expliquer, dit-il, sa voix descendant à une température qui promettait des conséquences. Exactement ce que j'ai vu en arrivant. Parce que de mon point de vue, on dirait qu'un maître-chef opérateur de guerre spéciale était agressé physiquement par un lieutenant-commandeur pendant que le personnel enrôlé senior regardait et ne faisait rien. Personne ne se porta volontaire pour une réponse. Le silence s'étendit douloureusement. Je vois, la déception de Crawford était pire que la colère n'aurait été. Alors laissez-moi être clair. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui était une disgrâce pour l'uniforme, une disgrâce pour le service, et une disgrâce pour l'héritage de chaque personne qui a jamais porté ses insignes avec honneur. Il se tourna pour facing l'Assemblée, et sa présence semblait remplir tout le champ de tir. Et le maître-chef Whitmore a choisi de servir dans une capacité bien en dessous de ses qualifications. Elle a choisi l'anonymat plutôt que la reconnaissance. Elle a choisi d'être invisible dans un monde qui célèbre la visibilité. Sa voix durcit. Et vous avez remboursé ce choix par du mépris, de la moquerie, de l'agression physique. Brick avait réussi à se redresser, mais son arrogance antérieure s'était évaporée entièrement. Amiral, monsieur, nous ne savions pas exactement. Crawford le coupa. Vous ne saviez pas. Vous avez supposé. Vous avez jugé. Vous avez décidé que l'apparence et la position de quelqu'un vous disaient tout ce que vous aviez besoin de savoir sur leur valeur. Il secoua la tête lentement. Ce genre de pensée fait tuer des gens. L'observation aurait pu être philosophique dans d'autres circonstances. Ici, entourée d'opérateurs spéciaux dont la survie dépendait d'une évaluation précise, elle atterrit comme un coup physique. Il y aura des conséquences, continua Crawford. Conseil formel dans chaque dossier personnel, réaffectation ou approprié et entraînement obligatoire en respect basique pour les camarades de service, indépendamment de leur position apparente. Il se tourna vers Hazel, et son expression s'adoucit infiniment. « Maître chef, marchez avec moi. » Ils s'éloignèrent de la foule, leur conversation privée, mais leur langage corporel visible. Crawford parla. Hazel écouta. À un moment, elle secoua la tête. À un autre, elle sembla poser une question. La réponse de l'amiral la fit devenir très immobile. Hugo Castiano observa l'échange avec un intérêt évident, sa mission antérieure apparemment pertinente à ce qui était discuté. Quand ils revinrent au groupe, Crawford s'adressa à l'Assemblée une dernière fois. « Je suis venu ici aujourd'hui pour une inspection. Ce que j'ai trouvé était bien plus précieux que des évaluations de conformité d'installation. » Il regarda chaque visage à tour de rôle, s'assurant que son message pénètre. Le maître-chef Whitmore exemplifie ce que le service signifie vraiment. Pas la reconnaissance, pas la gloire,
pas gravir les échelons et collecter des accolades. Le service signifie faire ce qui doit être fait indépendamment de qui le sait. Il fait une pause, laissant les mots s'installer. Souvenez-vous de ce jour. Souvenez-vous à quel point vos suppositions peuvent être erronées. Souvenez-vous que la personne silencieuse nettoyant vos armes ou organisant vos fournitures pourrait être l'opérateur le plus dangereux et le plus décoré que vous rencontrerez jamais. L'amiral partit avec la même précision qui avait marqué son arrivée, laissant derrière un champ de tir plein de personnel, essayant de traiter ce qui venait de se produire. Brick se trouva debout devant Hazel. Une certain comment commençait. Son agression antérieure semblait enfantine en rétrospective. La posture de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment compris ce que signifiait être un guerrier, maître chef. Jay, il déglutit difficilement. Je n'ai pas de mots. Je vous ai manqué de respect de toutes les façons possibles. Je me suis moqué de vous. Je vous ai touché. J'ai défié vos capacités quand j'aurais dû demander à apprendre de vous. Hazel le regarda avec ses yeux gris pâles. Le silence s'étendit jusqu'à ce que l'inconfort devienne presque insupportable. Lève-vous. Brick n'avait pas réalisé qu'il était encore partiellement accroupi, comme si son corps avait essayé de s'agenouiller sans sa permission consciente. Ainsi, il ne s'agenouille pas, continua Hazel. Vous ne vous agenouillez devant personne sauf le drapeau et ce qu'il représente. Souvenez-vous-en. Elle fouilla dans la poche de son pantalon de fatigue usé et en sortit quelque chose de petit, métallique, une pièce de défi. Sa surface rayée et cabossée par des années de manipulation. L'emblème montrait le crâne du Ghost Reaper avec des réticules superposés. Ça appartenait à mon observateur. Sa voix portait une arête qui n'avait pas été présente avant. Il ne s'en est pas sorti de notre dernière mission ensemble. Elle pressa la pièce dans la paume de Brick. Gardez-la. Souvenez-vous-en. La prochaine fois que vous déciderez de juger quelqu'un par ce que vous voyez en surface, pensez à ce que vous pourriez manquer en dessous. Brick fixa la pièce comme si elle pouvait le brûler. D'une certaine façon, elle le ferait probablement. Ce poids d'héritage et de sacrifice et de signification concentré dans un petit cercle de métal. Oui, maître chef. Sa voix était enrouée. Je le ferai, je promets. Autour d'eux, le champ de tir avait commencé à revenir à quelque chose ressemblant à une activité normale, mais l'atmosphère avait fondamentalement changé. Le personnel se déplaçait avec une conscience différente maintenant, jetant des regards les uns aux autres avec une considération fraîche, se demandant quel secret pourrait se cacher derrière des visages familiers. Otis émergea du mess. Pourtant, un plateau de tasses à café, les distribuant avec l'aisance pratiquée d'une longue habitude, quand il atteignit Hazel, il fit une pause. « J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin. » Il lui tendit une tasse, la vapeur montant en spirale paresseuse. « Ça fait un moment que personne ne t'a fait travailler aussi dur pour rester invisible. » « Tu savais, dit-elle, ce n'était pas une question. Reconnus ton tir la première semaine que tu étais ici, ce rythme. » Cette précision, seulement vue une fois avant en 2007 pendant un exercice conjoint aux Philippines, il sourit, l'expression approfondissant les lignes autour de ses yeux. Jamais oublier regarder un fantôme démonter toute une position ennemie sans que quiconque sache d'où venaient les tirs. Beaucoup de fantômes dans ce monde, pas comme toi. Otis posa son plateau. Les vieux guerriers se souviennent. Hazel, nous nous souvenons toujours. Son téléphone sonna et quand il répondit, son expression changea en quelque chose, entre la surprise et le respect. « C'est pour toi, dit-il, offrant l'appareil. Un vieil ami veut dire bonjour. » Hazel prit le téléphone, le pressant contre son oreille. Ce qu'elle entendit la fit fermer les yeux brièvement, l'émotion scintillant sur ses traits avant d'être contenue. Levi. Elle prononça le nom doucement. Ça fait longtemps. La voix à l'autre bout était audible seulement pour elle, mais Otis attrapa des fragments. Quelque chose sur de vieilles dettes. Quelque chose sur des fantômes qui ne reposent jamais vraiment. Quand l'appel se termina, Hazel rendit le téléphone sans commentaire. Mais sa main, stable, à travers tout ce qui s'était passé aujourd'hui, trembla légèrement en le relâchant. Hugo s'approcha avec la détermination prudente de quelqu'un qui avait attendu le bon moment. « Maître chef, maintenant que la situation s'est un peu clarifiée, peut-être pourrions-nous discuter pourquoi le Pentagone m'a vraiment envoyé ici. » Le regard de Hazel s'aiguisa. « J'ai supposé que c'était à propos d'évaluation d'installation, parmi d'autres choses. » Hugo jeta un regard autour pour s'assurer de la confidentialité, puis baissa la voix. « Il y a une situation se développant outre-mer. Un enlèvement. La victime est la fille de quelqu'un avec qui tu as servi. Quelqu'un qui n'est pas rentré. » La tasse de café dans la main de Hazel s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres, le fil de Marcus Webb. Hugo hocha la tête lentement. « Elle a été prise il y a 3 jours.
Pas de demande de rançon. Pas de contact. Juste disparition. Marcus S. Marr. Oui, mais toi non. Et tu es la seule personne vivante qui connaît cette région assez bien pour la naviguer sans soutien officiel. L'expression de Hugo portait le poids de demander quelque chose qu'il n'avait pas le droit de demander. Le Pentagone ne peut pas officiellement sanctionner une opération de sauvetage. Trop de complications politiques. Mais officieusement, ils sont prêts à fournir des ressources à quelqu'un opérant indépendamment. Hazel posa sa tasse avec une précision prudente. « Sophil, répéta-t-elle. Quel âge? D'acceptance. Le nombre plana dans l'air entre eux. Ou nord de la Syrie, près de la frontière turque, une zone que tu as cartographiée pendant l'opération Crimson Tide. La mâchoire de Hazel se serra. La mission qui avait tué Marcus, la mission qui lui avait valu la 3e étoile d'argent, et les cicatrices qui faisaient encore mal quand le temps changeait. La mission qui hantait ses rêves. Les nuits où le sommeil devenait impossible. J'aurais besoin d'équipement, de transport, de renseignements actuels. Tout cela sera fourni. Hugo se permet d'un petit sourire. L'amiral a déjà signé l'autorisation pour ta réintégration en service actif. Effective immediately. De l'autre côté du champ de tir, le personnel qui avait passé l'après-midi à apprendre l'humilité observa tandis que l'employé d'armurerie silencieuse se transformait en quelque chose d'autre entièrement. Fern s'approcha d'Ezra, qui se tenait à l'écart depuis sa confession émotionnelle. « Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Kandahar ?» demanda-t-elle doucement. « Tu as dit qu'elle a sauvé ton escouade, mais il y a plus que ça, n'est-ce pas? » Ezra fut silencieux pendant un long moment. « Nous étions coincés, dit-il enfin. Embuscade dans une vallée qui aurait dû être sécurisée. Dixhoot Hostiles. Lourdement armés, position parfaite. Nous avons perdu 2 hommes dans les 30 premières secondes. Le reste d'entre nous attendait de mourir. Il fit une pause, se reprenant. Puis les tirs ont commencé, mais pas de l'ennemi. De quelque part que nous ne pouvions identifier. Un par un, ils sont tombés. Tirs parfaits. Tears impossibles. Quand c'était fini, chaque hostile était à terre, et nous n'avons jamais vu le tireur. Et tu penses que c'était elle? Je sais que c'était elle. La voix d'Ezra portait une certitude absolue parce qu'après, quand nous avons fouillé la zone, nous avons trouvé une position sur une crête qui n'aurait pas dû être accessible, une douille usée unique et gravée dans la roche, à peine visible à moins de savoir chercher. Unmote, Quelmote, Wraith. Le soleil de l'après-midi avait commencé sa descente vers l'horizon du Pacifique, projetant de longues ombres sur le champ de tir. La foule s'était clairsemée, tandis que le personnel retournait à ses devoirs, chacun portant le poids d'une nouvelle compréhension. Clover trouva Hazel près de l'armurerie, rassemblant ses effets personnels du casier qui avait été fouillé sans sa permission. « Maître chef !» La voix de la jeune femme trembla légèrement. « Je sais que c'est probablement inapproprié, mais je dois demander. M'enseigneras-tu? » Hazel fit une pause dans son emballage. « T'enseigner quoi? » Tout, n'importe quoi. Les yeux de Clover brillaient de l'espoir fervent de la jeunesse. « Je veux être comme toi. » Pour un moment, quelque chose s'adoucit dans l'expression de Hazel. Quelque chose presque maternel. « Non, dit-elle doucement. Tu ne veux pas être comme moi. Le chemin que j'ai parcouru laisse des cicatrices qui ne guérissent jamais et des souvenirs qui ne s'effacent pas. » Elle posa une main sur l'épaule de Clover. « Mais je peux t'enseigner à être la meilleure version de toi-même. Ça vaut plus que n'importe quelle légende. » Clover hoqua la tête, les larmes menaçant de déborder. « J'aimerais ça. » Bien. La main de Hazel serra brièvement avant de relâcher. « Quand je reviens, nous commencerons ton vrai entraînement. Quand tu reviens, il y a quelque chose que je dois faire d'abord. Quelqu'un qui a besoin d'aide. » La plus jeune femme ne demanda pas de détails. Dans ce monde, certaines questions étaient mieux laissées non posées. Willow Tate, la plus récente recrue de l'installation, avait observé de loin. Maintenant, elle s'assit dans un coin tranquille, cahier en main, documentant ses pensées avec l'intensité désespérée de quelqu'un essayant de capturer le sens avant qu'il ne s'échappe. « Aujourd'hui, j'ai appris à quoi ressemble un vrai héros », écrivit-elle. Pas bruyant, pas vantard, juste une force silencieuse. Le genre qui n'a pas besoin de reconnaissance parce qu'il connaît déjà sa propre valeur. Je veux m'en souvenir. Je veux être quelqu'un digne d'être souvenu. Elle ferma le cahier tandis que les ombres s'allongeaient. Pourtant, sa nouvelle compréhension vers quel que soit l'avenir qui l'attendait. Le soir s'était installé sur le champ de tir quand l'amiral Crawford revint, cette fois seul. Il trouva Hazel debout près de la voie même où cette journée extraordinaire avait commencé. Son regard fixé sur la cible distante qui avait tout commencé. « Le briefing du Pentagone », dit-il sans préambule.
S'installant derrière un bureau couvert de la paperasse accumulée de la journée, il y a des affaires qui requièrent résolution. Le personnel impliqué dans l'incident d'aujourd'hui. Avec respect, monsieur, j'ai des préoccupations plus pressantes que des sentiments blessés. Ce n'est pas à propos des sentiments. La voix de Crawford portait un tranchant qui exigeait l'attention. C'est à propos d'un échec institutionnel, d'une culture qui permet à des opérateurs expérimentés d'humilier publiquement et d'agresser physiquement un camarade de service sans conséquence. Il se pencha en avant. Cette culture se termine aujourd'hui. Hazel resta debout, sa posture militaire droite, malgré l'épuisement qu'elle refusait d'admettre. Qu'aviez-vous en tête? Le maître principal Lawson est réaffecté, effectif immédiatement. Crawford tira un dossier de la pile et l'ouvrit. 6 mois au commandement d'entraînement basique, enseignant les fondamentaux qu'il a apparemment oubliés lui-même. Ça semble excessif. Est-ce le cas? L'arcade sourcilière de l'amiral Sarkois. Il a posé les mains sur un maître-chef devant des témoins. Le fait que tu aies choisi de ne pas répondre avec une force appropriée ne diminue pas la sévérité de son action. Hazel considéra cela. Il ne savait pas qui j'étais. C'est précisément le point. Il t'a traité comme ça parce qu'il croyait que tu étais quelqu'un sans pouvoir ou statut, quelqu'un qu'il pouvait intimider sans conséquence. Crawford secoua la tête lentement. Ce n'est pas un guerrier, c'est un prédateur qui ne respecte que la force qu'il peut voir. Nous n'avons pas besoin de prédateurs dans les équipes. Nous avons besoin de leaders. L'évaluation était dure mais précise. Hazel avait vu la même dynamique se jouer dans d'innombrables unités au fil des ans. Des personnalités fortes confondant l'agression avec la compétence, confondant la dominance avec le leadership. Et le lieutenant-commander Ashford fait face à une enquête pour conduite indigne d'un officier. L'expression de Crawford suggérait qu'il trouvait cette conséquence particulière surtout satisfaisante. Son agression sur toi, indépendamment de ta réponse, constitue une brèche sérieuse du protocole militaire. Le bureau Jacques déterminera l'action appropriée. Elle a attrapé mon col. Ce n'est guère. Elle a attrapé le col d'une héroïne de guerre décorée tout en essayant d'intimider et d'humilier. Crawford la coupa. L'intention compte autant que l'action, peut-être plus. Hazel se tut. Elle avait passé si longtemps à opérer dans les ombres, mesurant le succès par les missions accomplies plutôt que la reconnaissance gagnée, que le poids soudain de sa propre légende semblait étranger. Inconfortable. Les autres? Demanda-t-elle enfin. Donnelly perd son éligibilité au conseil de promotion. Caldwell est requis de supprimer toutes les photographies et enregistrements vidéo, suivi d'une excuse écrite formelle à toi et un entraînement obligatoire en sensibilité. Crawford fit une pause. Mercer a demandé la permission de démissionner. Cela l'a surpris. Gaston. Il sentait que son échec de jugement était trop sévère pour continuer dans une position de leadership. C'est inutile. Je lui ai dit la même chose. Ordonné de rester et d'apprendre de l'expérience. L'amiral se permet un léger sourire. Parfois, les meilleures leçons viennent de nos pires moments. Mercer a 15 ans d'expérience précieuse. Je préfère le voir grandir que fuir. La porte s'ouvrit sans avertissement, et Hugo Castellano entra avec l'énergie urgente de quelqu'un portant des informations sensibles au temps. Amiral, maître-chef, nous avons du mouvement. Crawford lui fit signe de continuer. Les ravisseurs ont fait contact. Ils demandent l'extraction d'un prisonnier détenu en garde turque, un opérateur de niveau moyen connecté à plusieurs réseaux terroristes régionaux. Rançon par procuration, observa Hazel. Ils veulent que nous fassions leur sale boulot. Exactement. La position officielle est que nous ne négocions pas avec les terroristes, ce qui signifie que la fille a approximativement 72 heures avant qu'il décide qu'elle est plus valuable comme message que comme monnaie d'échange. L'évaluation clinique de l'espérance de vie d'une fille de 17 ans atterrit dans la pièce comme un poids physique. Transport, demanda Hazel. Prêt quand tu l'es. Nous avons des actifs positionnés près de la frontière syrienne. Canaux non officiels qui n'existent sur aucun manifeste officiel. Hugo lui tendit une tablette contenant les matériaux de briefing de mission, tout ce que nous savons sur l'emplacement, la composition des forces hostiles et les routes d'extraction potentielles. Hazel défila l'information avec l'efficacité pratiquée de quelqu'un qui avait consommé des centaines de briefings similaires tout au long de sa carrière. Le terrain était familier, gravé dans sa mémoire par le sang et le sacrifice, et des pertes qui hantaient encore les moments tranquilles. J'aurais besoin de soutien. Actifs locaux qui connaissent la situation actuelle, déjà arrangée. Une unité de milices kurdes qui a travaillé avec des forces américaines avant. Ils nous doivent des faveurs. Hugo hésita. Il y a autre chose. Le renseignement suggère que cet enlèvement n'était pas aléatoire. La fille a été ciblée spécifiquement.
À cause de Marcus? Possiblement. Ou à cause de toi? L'implication s'installa dans la conscience de Hazel avec un poids dérangeant. Si les ravisseurs connaissaient de sa connexion à Marcus, en savaient assez pour utiliser sa fille comme appât. Alors ce n'était pas juste une mission de sauvetage. C'était un piège. J'y vais quand même, dit-elle avant que l'un ou l'autre ne puisse exprimer l'inquiétude évidente. Crawford hoqua la tête lentement. Je n'attendais rien de moins. Miss Hazel, il utilisa son prénom délibérément, enlevant rang et formalité. Reviens. Quoi que tu trouves là-bas, quelles que soient les vérités qui émergent, reviennent vivantes. C'est un ordre. Compris. Monsieur, elle se tourna pour partir. Mais la voix de Hugo l'arrêta à la porte. L'appel téléphonique que tu as reçu, celui qui t'a secoué. Veux-tu nous en parler? La main de Hazel reposa sur le cadre de la porte, son dos aux deux hommes. Quelqu'un que je pensais mort pourrait ne pas l'être. Quoi? Je ne sais pas encore, mais j'ai l'intention de le découvrir. Elle marcha dans le couloir, laissant des questions sans réponse résonner dans son sillage. La base s'était transformée pendant sa réunion avec Crawford. Les nouvelles des actions disciplinaires de l'amiral s'étaient répandues avec la vélocité que seul le commérage militaire atteignait. Et l'atmosphère portait la qualité chargée d'un règlement institutionnel. Brick Lawson se tenait près de l'entrée de l'armurerie, ses effets personnels emballés dans un sac de voyage standard. L'arrogance qui avait défini sa présence des heures plus tôt s'était évaporée entièrement, remplacée par quelque chose ressemblant à une réflexion genuine. Maître chef. Hazel s'arrêta, mais ne parla pas. Je sais que tu déploies, je sais qu'il n'y a rien que je puisse dire qui rende ce que j'ai fait acceptable. Il déglutit difficilement, le mouvement visible même dans l'éclairage tamisé, mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant. Ce que j'ai fait n'était pas juste irrespectueux, c'était dangereux. Le genre de pensée qui fait tuer des gens, les mots de Crawford. 16 mots. Ma compréhension. Brick rencontre ses yeux avec difficulté. J'ai passé 12 ans à croire que la force était la seule chose qui comptait, que tu devais être bruyant et agressif et dominant pour être efficace. Il secoua la tête. Aujourd'hui m'a montré à quel point j'avais tort. La personne la plus forte sur ce champ de tir était celle qui disait presque rien. Hazel l'étudia pendant un long moment, lissant l'authenticité de sa contrition, la pièce que je t'ai donnée. La main de Brick se déplaça instinctivement vers sa poche. Je l'ai. Mon observateur a gagné cette pièce à Fallujah. 2004 m'a sauvé la vie en prenant une balle destinée à moi. Il a porté cette pièce pendant 8 ans de plus avant que Kandahar ne le prenne. Sa voix portait le poids particulier des souvenirs qui ne s'effaçaient jamais. Chaque fois que tu la regardes, souviens-toi que le respect n'est pas donné aux uniformes ou aux rangs ou aux réputations. Il est donné aux gens, tous les gens, jusqu'à ce qu'ils prouvent qu'ils ne le méritent pas. Oui, maître chef et Brick. Elle recommença à marcher. Quand je reviens, j'aurai besoin d'instructeurs qui comprennent cette leçon. Des instructeurs qui peuvent enseigner à la prochaine génération à être meilleurs que nous l'étions. Elle n'attendit pas sa réponse, mais sa voix la suivit dans le couloir. Je serai prêt. Ivory Ashford n'était nulle part en vue, apparemment confiné aux quartiers en attente de l'enquête JAG. L'absence du lieutenant-commander créa un vide notissable dans la structure de commandement, un qui devrait être rempli par quelqu'un avec un meilleur jugement et moins de prétention. Gaston Mercer, cependant, se tenait au garde-à-vous près du bureau du champ de tir, son visage un masque de composure militaire qui ne pouvait tout à fait cacher le tumulte dessous. Maître principal, maître chef, il salua formellement, tenant le geste jusqu'à ce qu'elle le retourne. Je veux m'excuser pour tout, pour t'avoir rejeté, pour avoir permis à mes gens de te traiter comme ils l'ont fait. Pour 15 ans d'expérience qui apparemment ne m'ont rien appris sur la reconnaissance des vrais guerriers. Excuses acceptées. La réponse de Hazel fut immédiate. Maintenant, laisse tomber, avec respect. Je ne pense pas que je puisse. Alors tu gaspilleras des années à porter un poids qui ne sert à rien. Elle s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face pleinement. J'ai vu de bons opérateurs se détruire avec de la culpabilité sur des choses qu'ils ne pouvaient contrôler. Ne t'ajoute pas à cette liste. Apprends d'aujourd'hui, Grandison, mais ne le laisse pas te définir. La posture militaire de Gaston vacilla légèrement. Comment. Comment avances-tu après quelque chose comme ça? Tu n'avances pas après. Tu avances à travers. La voix de Hazel s'adoucit presque imperceptiblement. Chaque jour, tu fais des choix sur qui tu veux être. Aujourd'hui, tu as fait de mauvais choix. Demain, fais-en de meilleurs. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire. Ça sonne simple quand tu le dis. Ce n'est pas simple. C'est juste vrai. Elle reprit sa marche vers la ligne de vol, laissant Gaston traiter la sagesse gagnée à travers des décennies de services et de sacrifices. Solomon mentionna le programme de certification avancée de tireurs d'élite pendant leur briefing antérieur. Le cours de 12 semaines avait été développé par des vétérans retraités des opérations spéciales,
combinant la balistique théorique avec des techniques de lecture du vent et des exercices de simulation virtuelle. Les diplômés receviennent des credentials reconnus par des firmes de sécurité privées mondiales pour les vétérans cherchant des positions de contractants bien payés ou des rôles de tireurs d'élite en application de la loi. Cette certification ouvrait des portes que l'expérience de combat seule ne pouvait déverrouiller. C'était exactement le genre de programme qui pouvait transformer des opérateurs comme Gaston en instructeurs dont la prochaine génération avait besoin. La pensée resta avec elle tandis qu'elle approchait de l'hélicoptère en attente. Fern Delgado l'intercepta à 18 mètres de l'appareil. L'expression du sergent d'artillerie des Marines portant l'intensité de quelqu'un avec des mots importants qui ne pouvaient attendre. Maître chef. Un moment, Hazel fit une pause. J'ai pensé à ce qu'Ezra a dit sur Kandahar. La voix de Fern baissa pour assurer la confidentialité. Il y a plus à cette histoire que ce qu'il sait. N'est-ce pas? La plupart des histoires ont plus de couches que n'importe quelle perspective unique ne peut capturer. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que je peux donner. Hazel jeta un regard vers l'hélicoptère où le pilote passait par les vérifications pré-vol. Certaines missions restent classifiées pour des raisons qui vont au-delà des autorisations de sécurité. Ce qui s'est passé à Kandahar tombe dans cette catégorie. Fern absorba cela sans argument. Me le diras-tu un jour quand les autorisations n'importent plus? La question portait un poids qui surprit Hazel. Dans une carrière définie par l'isolement et l'anonymat, l'idée de partager la pleine vérité avec quiconque semblait simultanément attirante et terrifiante. Peut-être, dit-elle enfin, s'il y a un jour, il y en aura. L'incertitude était presque agressive. Tu reviens de cette mission? Je ne sais pas comment je sais ça, mais je le sais. Certaines personnes sont trop têtues pour mourir avant que leur histoire ne soit finie, et mon histoire n'est pas finie. Loin de là. Fern Sauret, l'expression transformant ses traits sternes. Je serai ici quand tu reviens. Nous le serons tous. Maître chef. Merci. Pourquoi? Pour nous avoir montré ce que nous aurions dû voir tout du long, que la vraie force n'a pas besoin de s'annoncer. Le sentiment résonna dans l'esprit de Hazel, tandis qu'elle couvrait la distance restante jusqu'à l'appareil. Le pilote reconnut son approche avec un hochement professionnel, son attention focalisée sur les instruments et les procédures, plutôt que la légende montant dans son hélicoptère. Certaines personnes, réfléchit-elle, comprenaient encore la valeur de traiter les autres comme des égaux. Indépendamment de la réputation, les rotors commencèrent leur accélération tandis qu'elle s'attachait, le rythme familier du vol en hélicoptère s'installant dans ses os. Combien de fois avait-elle fait ce voyage? Combien de missions lancées de tarmac autour du monde? Destinations Inconnues. Survie incertaine. Celle-ci semblait différente. Celle-ci était personnelle. Tandis que l'appareil s'élevait dans le ciel s'assombrissant, Hazel se permet un moment de réflexion. La journée avait été épuisante de façon qui n'avait rien à voir avec l'effort physique, à être vue, être reconnue, être forcée d'admettre une identité qu'elle avait soigneusement enterrée pendant des années. Ça grattait contre quelque chose de brut à l'intérieur d'elle, mais il y avait autre chose aussi, quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. L'appel téléphonique revint à ses pensées, cette voix impossible pourtant unmistakable. S'il était vivant, si la personne qu'elle avait pleurée était encore en train de respirer quelque part dans le monde, alors la narrative soigneusement construite de Kandahar était un mensonge, et les mensonges, dans son expérience, protégeaient toujours quelque chose ou quelqu'un. Elle trouverait la vérité, quoi que ça coûte. En dessous, Camp Pendleton recula en un pattern de lumières et d'ombres, le centre d'entraînement conjoint des tireurs d'élite, devenant juste un autre point sur un paysage plein d'endroits où les guerriers s'entraînaient et luttaient et parfois apprenaient ce qui comptait vraiment. La voix du pilote crépita dans son casque. Temps de vol approximativement 4 heures jusqu'à la zone de staging avancée. La météo semble claire. Devrait être du vol tranquille. Hazel ne répondit pas. Du vol tranquille n'était pas quelque chose qu'elle avait jamais appris à faire confiance. Quel moment? Mais crois-le ou non, ce n'est même pas notre histoire la plus intense. Nous avons une autre vidéo sur une pilote féminine qui a sauvé 341 SEALs contre des odds impossibles. Liens dans la description. Abonne-toi maintenant parce que l'histoire de la semaine prochaine est encore plus folle. À bientôt! La zone de staging avancée existait dans l'espace ombragé entre reconnaissance officielle et réalité opérationnelle. Aucune carte ne marquait son emplacement. Aucun manifeste n'enregistrait le personnel qui passait par ces structures temporaires pour tous les buts pratiques. Elle n'existait pas, ce qui la rendait parfaite pour des missions qui n'existaient pas non plus. Hazel descendit de l'hélicoptère dans l'obscurité préaube,
l'air portant le froid distinct de l'altitude montagneuse. Des combattants kurdes matérialisèrent des ombres, leurs mouvements professionnels et contrôlés, armes tenues avec la readiness décontractée de gens vivant en proximité constante de la violence. Tuer Wraith. La parlante était une femme à peu près de l'âge de Hazel, son visage buriné par le soleil et le conflit. Ses yeux portant la dureté particulière qui venait de voir trop d'amis mourir. « Je suis Zal, on nous a dit de t'assister. » L'anglais de la femme portait un accent lourd, mais restait parfaitement compréhensible. La file est détenue dans un compound à 20 km à l'est, fortement fortifié, approximativement 15 à 20 hostiles. Positions defensives, multiples. Ils s'attendent à une tentative de sauvetage. Ont préparé en conséquence. Hazel absorba cette information tout en étudiant la carte tactique que Zal produisit. Le compound occupait une position stratégiquement solide, protégée par le terrain sur 3 côtés, avec une seule route d'approche qui pouvait être facilement défendue ou démolie. Ils veulent que nous venions, observa-t-elle. Cette configuration est conçue pour canaliser toute force de sauvetage dans des zones de tuerie. Zal hocha la tête sombrement. Nous avons perdu 3 combattants en confirmant leur position. Ce sont des gens sérieux, bien entraînés, bien équipés, toute identification sur leur leadership. Un homme semble commander, traits européens, port professionnel. Nos sources suggèrent qu'il a un fond militaire, bien que d'où nous ne pouvons déterminer. Européen, professionnel. La description déclencha quelque chose dans la mémoire de Hazel, un pattern qu'elle ne pouvait pas tout à fait compléter. J'ai besoin de voir le compound moi-même. Ça peut être arrangé, mais nous devrions attendre l'obscurité complète. Leur surveillance est active pendant les heures de crépuscule. Le délai irritait contre l'urgence de Hazel, mais la réalité tactique ne pouvait être ignorée. Se déplacer prématurément ne ferait que tuer plus de gens. Montre-moi ce que tu as d'autre. Les heures suivantes passèrent en planification détaillée, chaque angle d'approche analysé, chaque contingence potentielle discutée. Les combattants de Zal se révélèrent plus sophistiqués que leur apparence de guérilla ne suggérait. Leur connaissance du terrain local inestimable pour identifier des options que l'imagerie satellite ne pouvait révéler. Au moment où l'obscurité complète s'installa sur les montagnes, Hazel avait développé un plan qui pourrait, avec une chance considérable et une exécution précise, réellement fonctionner. L'approvisionnement en eau du compound vient d'une source à 300 mètres au nord, expliqua-t-elle, esquissant des positions sur la carte. Si nous le contaminons avec quelque chose non létal mais incapacitant, nous réduisons leur force de combat effective sans déclencher une alerte immédiate. Et puis nous attendons. Laissons les effets se propager. Quand assez d'entre eux sont compromis, nous bougeons. Zal considéra cela. Ça pourrait marcher. Mais la fille pourrait aussi être affectée. Je m'occuperai de l'extraction personnellement. Entrer, l'apprendre. Sortir avant que quiconque ne réalise ce qui se passe. Hazel rencontra les yeux du combattant kurde. J'ai besoin que tes gens créent une diversion sur la prochette. Attirer l'attention loin de mon point d'insertion. Tu iras seul? Je bouge plus vite seul. Et je l'ai fait avant. La déclaration ne portait aucune vantardise. Seulement du fait, Zal l'étudia pendant un long moment, puis hocha la tête lentement. Très bien, nous créerons ta diversion, Miss Wraith. Si quelque chose tourne mal là-dedans, nous ne pouvons monter de sauvetage. Nos nombres sont insuffisants. Je comprends. Le comprends-tu? Parce que le père de la fille était quelqu'un d'important pour toi. Oui, ce genre de connexion peut obscurcir le jugement, peut faire prendre aux gens des risques qu'ils ne devraient pas. L'expression de Hazel ne changea pas, mais quelque chose scintilla dans ses yeux. Marcus Webb m'a sauvé la vie plus d'une fois. Quand il est mort, je me suis promis d'honorer cette dette comme je pouvais. Elle fit une pause. Sa fille a 17 ans. Elle est innocente dans quel que soit le jeu qui se joue ici. Je ne la laisse pas derrière, même si ça coûte ta vie. Même alors, le visage buriné de Zal s'adoucit presque imperceptiblement. Vous les Américains avez des idées étranges sur l'obligation, mais je les respecte. Elle tendit la main. Bonne chasse, Wraith. Bonne chasse. L'infiltration commença à 0300 heures, l'obscurité fournissant la couverture que la lumière du jour aurait refusée. Hazel se déplaça à travers un terrain que la mémoire avait cartographié plus précisément que n'importe quel satellite. Chaque pas délibéré, chaque mouvement calculé pour minimiser la détection. Le compound se résolut des ombres en forme solide tandis qu'elle approchait, ses murs et structures prenant forme contre l'obscurité légèrement plus claire du ciel. Les gardes patrouillaient des patterns prévisibles, leur attention focalisée vers l'extérieur, vers les routes d'approche attendues, plutôt que l'angle inattendu que Hazel avait choisi. L'eau contaminée avait été introduite 6 heures plus tôt. À ce moment, les effets devraient se manifester.
Sur cue, un garde près de la porte principale se plia en deux, son armée claquant au sol tandis que son corps se rebellait contre l'assaut biologique. Deux de plus suivirent en quelques secondes, leur détresse créant exactement la distraction dont Hazel avait besoin. Elle était par-dessus le mur, et dans le compound, avant que quiconque ne remarque. Se déplacer à travers les structures semblait familier de la pire façon possible. La mémoire musculaire de d'innombrables opérations similaires guidait ses actions. Chaque coin vérifié, chaque porte franchie avec la précision automatique d'un entraînement profondément enraciné. La fille était détenue dans le bâtiment central. Le renseignement avait confirmé cela. Y arriver requérait de naviguer un labyrinthe de couloirs et de positions de garde. Chaque obstacle, une autre opportunité pour découverte et mort. Hazel rencontra son premier hostile à 27 mètres à l'intérieur du périmètre. L'homme titubait, clairement affecté par le contaminant. Son arme tenue lâchement dans des mains compromises, elle le neutralisa silencieusement. La technique humaine mais effective, le laissant inconscient plutôt que mort. Tuer n'était pas toujours nécessaire. La mission était l'extraction, pas l'élimination. Le couloir s'ouvrit sur un espace plus grand, et là enfin elle trouva ce pourquoi elle était venue. Sarah Webb était assise sur une chaise métallique, ses poignets liés, mais son esprit apparemment intact. À 17 ans, elle avait hérité de la mâchoire têtue de son père et des yeux féroces de sa mère. Une combinaison qui suggérait que la compliance n'était pas dans sa nature. « Qui es-tu » La voix de la fille portait plus de défi que de peur. « Quelqu'un qui doit tout à ton père. » Hazel bougea vite, coupant les liens avec une efficacité pratiquée. « Peux-tu marcher? » « Oui. »« Alors, reste derrière moi. Bouge quand je bouge. »« Arrête-toi quand je m'arrête. » « Ne parle pas sauf si absolument nécessaire. » Sarah hocha la tête, son jeune visage s'installant en une expression de focus déterminé qui rappelait douloureusement Marcus à Hazel. Elles firent la moitié du chemin jusqu'au point d'extraction avant que tout tourne mal. L'homme qui entra dans leur chemin ne souffrait pas de contamination. Sa posture suggérait quelqu'un qui avait anticipé l'attaque et préparé en conséquence. Ses traits, visibles dans la lumière tamisée filtrant par une fenêtre, étaient exactement comme Zal les avait décrits. Europeans, professionnels, port militaire et horriblement familiers. Bonjour, Wraith. La voix était la même que celle qui avait parlé à travers son téléphone 24 heures plus tôt. Ça t'a pris assez longtemps. Hazel se positionna entre Sarah et la menace, son armée levée, mais son doigt hésitant sur la détente. Tu es mort. J'ai vu le bâtiment s'effondrer. J'ai entendu l'explosion. Tu as entendu ce que nous voulions que tu entendes. Vu ce que nous avions besoin que tu vois, l'homme sourit, l'expression ne portant aucune chaleur. Le monde avait besoin que Wraith croie que j'étais partie. Sinon, la mission ne pouvait pas continuer. Quelle mission? De quoi parles-tu? La vraie mission, celle qui a commencé à Kandahar et n'a jamais vraiment fini. Il s'approcha plus près, apparemment indifférent à l'arme pointée sur sa poitrine. Marcus l'a découvert. Tu sais, c'est pourquoi il a dû mourir. Il a découvert la vérité sur ce que nous faisions vraiment là-bas. Et on ne pouvait pas lui faire confiance pour rester silencieux. Les mots atterrirent comme des coups physiques. Tu l'as tué, ton propre coéquipier, j'ai éliminé un risque de sécurité. Il y a une différence. Le ton décontracté de l'homme rendait l'admission plus horrifiante. Marcus a toujours été trop idéaliste, trop attaché à des concepts dépassés comme l'honneur et la loyauté. Il aurait tout exposé. Exposé quoi? L'opération dans l'opération. La vraie raison pour laquelle Ghost Reaper existait. Il écarta les mains en un geste qui moquait l'explication. Nous n'éliminions pas juste des cibles. Hazel, nous modélions des événements, enlevions des obstacles, créions du chaos qui servait des buts plus larges. Les buts de qui? Ça importe. L'argent coule, le pouvoir change, et des gens comme nous font le travail qui le rend possible. Il inclina la tête. L'étudiant, tu aurais pu en faire partie. Tu étais supposé en faire partie, mais tu as toujours été trop comme Marcus. Trop principled? La main de Sarah agrippa le bras de Hazel. La présence de la fille, un rappel d'enjeu au-delà de la révélation personnelle. La fille, dit Hazel. Elle n'est pas partie de ça. La fille est exactement partie de ça. À pas la seule façon de garantir que tu viendrais personnellement, le sourire de l'homme s'élargit. J'avais besoin de toi ici, Hazel. Besoin que tu comprennes avant la fin. La fin de quoi? De toutes les vieilles opérations, les vieux secrets, les vieux fantômes. Il fouilla dans sa veste et le doigt de Hazel se serra sur la détente. Mais ce qu'il sortit n'était pas une arme. C'était un dossier. Tout est là-dedans. Noms, dates, operations. Tout le monde impliqué dans le réseau d'ombre qui utilisait Ghost Reaper comme son bras d'exécution privé, il le tendit. Prends-le, expose-le, brûle tout. Pourquoi? Parce que je meurs. L'admission ne portait aucune autopitié.
Cancer. Inoperable. 6 mois si j'ai de la chance. Il rit doucement. Ironique. N'est-ce pas? Après tout ce que j'ai survécu, tout ce que j'ai fait, mon propre corps devient l'ennemi que je ne peux vaincre. Et ça est supposé être la rédemption. Ça est supposé être la réalité. Je ne suis pas une bonne personne. Hazel. Jamais été. Mais je ne suis pas prêt non plus à laisser les gens qui nous ont utilisés continuer sans conséquence. Il pressa le dossier vers elle. La fille n'a jamais été en danger. Mes gens avaient des instructions pour la garder en sécurité jusqu'à ton arrivée. Elle est un levier, pas une cible. Hazel prit le dossier sans baisser son arme. Tu t'attends à ce que je croie n'importe quoi de ça? Je m'attends à ce que tu le vérifies. Tu as toujours été minutieuse. C'est pourquoi tu as survécu quand d'autres ne l'ont pas. Il recula, les mains levées en reddition. Prends la fille, prends le dossier, quitte cet endroit et fais ce que ta conscience exige. Et toi, je disparaîtrai à nouveau pour le temps qu'il me reste. Son expression changea en quelque chose ressemblant presque au regret. Je suis désolée pour Marcus. Il méritait mieux que ce que je lui ai donné, mieux que ce que je lui ai pris. Désolée ne le ramène pas. Non. En effet, il commença à reculer vers une porte, ses mouvements prudents et non menaçants. Mais peut-être que sa fille survivante signifie quelque chose. Peut-être que la vérité sortant enfin signifie quelque chose. Ce n'est pas fini. Non, convint-il. C'est vraiment juste le début. Puis il disparut, fondant dans les ombres avec la même compétence qu'il avait autrefois rendu l'un des opérateurs les plus efficaces de Ghost Reaper. Hazel resta figée pendant plusieurs secondes, le dossier lourd dans ses mains, le poids de la révélation s'installant dans sa conscience. « Nous devons bouger », dit Sarah doucement. Qui que ce soit, il pourrait changer d'avis. L'observation pratique coupa à travers la paralysie de Hazel. Elle sécurisa le dossier, confirma que le couloir était clair, et reprit l'extraction. Le chemin de sortie fut plus facile que le chemin d'entrée, comme si les obstacles avaient été délibérément enlevés. Au moment où elles atteignirent le mur du périmètre, les combattants de Zal avaient neutralisé la résistance restante, leur efficacité suggérant que les défenseurs du compound avaient été compromis encore plus chez Quapland. Tu l'as? Zal approcha avec un soulagement évident. Et tu es indemne. La situation était plus compliquée que prévu. Elle l'est toujours. Le combattant kurde gesticula vers les véhicules en attente. Nous devrions bouger avant que les renforts arrivent. Cette zone ne restera pas tranquille longtemps. Le voyage de retour à la zone de staging passa en silence intense. Sarah pressée contre le côté de Hazel, avec le besoin désespéré de contact humain que le stress extrême produisait. La fille n'avait pas parlé depuis le compound, son jeune esprit présumément traitant des expériences qu'aucune fille de 17 ans ne devrait jamais affronter. L'aube se levait quand elles atteignirent enfin la sécurité, la lumière émergente peignant les montagnes en nuances d'or et de rose, qui semblaient inappropriées pour l'obscurité des heures récentes. Maître-chef Hugo Castellano émergea de la tente de commandement, son expression mêlant soulagement et curiosité urgente. Rapport. Cible récupérée. Blessés minimaux de notre côté. Les occupants du compound ont été neutralisés par des moyens non létaux ou possibles. Et le leadership hostile. Hazel hésita, échappée délibérément après avoir fourni du renseignement qui requiert une analyse immédiate. Les sourcils de Hugo montèrent. Quel genre de renseignement? Elle lui tendit le dossier. Le genre qui change tout. Le vol de retour à Camp Pendleton s'étendit à travers des fuseaux horaires et des états émotionnels. Sarah dormant agitément, tandis que Hazel traitait des révélations qui menaçaient de remodeler sa compréhension de toute sa carrière. Ghost Reaper n'avait pas été ce qu'elle pensait. Les missions qu'elle avait exécutées, les vies qu'elle avait prises, les sacrifices qu'elle avait faits, tout cela avait servi des buts, au-delà des justifications officielles. Boots d'ombre. Agendas cachées. Et Marcus était mort parce qu'il avait découvert la vérité. Le dossier contenait assez de documentation pour exposer des réseaux atteignant les structures de commandement militaire, les agences de renseignement et les salles de conseil d'administration corporative. Des noms qui choqueraient. Des opérations qui scandalisation, des connexions qui détruiraient des carrières et des réputations construites sur des décennies. Si l'information était genuine, si ce n'était pas une tromperie élaborée conçue pour atteindre un autre but entièrement. Hazel avait besoin de vérification, besoin de confirmation indépendante avant d'agir sur quoi que ce soit que le dossier contenait. Mais une vérité ne requérait aucune vérification. L'homme qui avait été son coéquipier, son ami, son fellow ghost avait tué Marcus Webb, l'avait assassiné pour protéger des secrets qui n'auraient jamais dû exister en premier lieu. Cette vérité exigeait la justice, éventuellement, quand le moment serait droit. Pour l'instant, il y avait une fille de 17 ans qui avait besoin de retourner à ce qui restait de vie normale,
et une installation pleine de personnel qui avait appris des leçons dures, qui ne devraient pas être gaspillées. Camp Pendleton matérialisa sous l'appareil descendant ses structures familières, représentant quelque chose que Hazel n'avait pas attendu à sentir. Maison, ou du moins l'approximation la plus proche qu'elle avait connue en décennies. Le comité d'accueil l'a surpris, non pas par son existence, mais par sa composition. L'amiral Crawford se tenait au centre, sa présence prêtant un poids officiel au moment. Mais l'entourant était un des visages qu'elle reconnaissait de la confrontation du champ de tir. Brick Lawson, Gaston Mercer, Fern Delgado, Caleb Rohr, même la jeune Clover et Gwan, son expression brillante d'anticipation. Et à côté d'eux, des représentants de la communauté de base plus large, vétérans qui avaient entendu l'histoire, membres de service qui comprenaient ce que le moment représentait, familles qui étaient venues pour témoigner de quelque chose qu'ils considéraient important, des centaines de personnes debout en formation attendant. Qu'est-ce que c'est? Demanda Hazel tandis que l'hélicoptère touchait le sol. Hugo, qui avait voyagé avec elle. Sauret. C'est du respect. Maître chef. Le genre qui a dû être gagné de la façon dure, elle aida Sarah à descendre de l'appareil, gardant une main protectrice sur l'épaule de la fille, tandis qu'elles approchaient de la foule assemblée. Crawford s'avança, son porte formel adouci par quelque chose qui ressemblait presque à une fierté paternelle. Maître chef Whitmore, au nom du Centre d'entraînement conjoint des tireurs d'élite de la Marine des États-Unis et du personnel assemblé ici aujourd'hui. Bienvenue à la maison. La foule éclata en applaudissements. Pas l'applaudissement poli des cérémonies officielles, mais quelque chose de plus profond, quelque chose de génuine. Hazel se tenait figée, incertaine comment répondre à une reconnaissance qu'elle n'avait jamais cherchée et ne voulait toujours pas entièrement. Sarah Semaine. « Il te remercie », murmura la fille. « Laisse-les. » Bon conseil de quelqu'un qui avait enduré des horreurs qui auraient brisé la plupart des adultes. Hazel le rangea pour considération future. « Merci, Amaral. » Sa voix porta à travers le silence soudain qui suivit les applaudissements. Mais les vrais remerciements appartiennent aux gens qui ont rendu cette mission possible. Zal et ses combattants ont risqué tout pour sauver une fille qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Le capitaine Castellano a coordonné des ressources qui officieusement n'existent pas, et le personnel de cette installation a appris des leçons qui les rendront de meilleurs guerriers et de meilleures personnes. Elle fit une pause. Regardant les visages qu'il avait moqués et rejetés juste des jours plus tôt, « Je ne suis pas venue ici pour être reconnue. Je suis venue ici pour disparaître, pour trouver quelle que soit la paix possible après la vie que j'ai vécue. » Son regard se déplaça à travers la foule, s'arrêtant brièvement sur Brick, sur Gaston, sur d'autres qui avaient appris l'humilité à travers l'humiliation. Ce que j'ai trouvé à la place était quelque chose que je n'attendais pas. J'ai trouvé des gens capables de croissance, capable de changement, capables de devenir les guerriers que cette nation a besoin. Le silence qui suivit fut complet. Absolu. Cela compte plus que n'importe quelle médaille ou commendation ou cérémonie. Cela compte parce que la prochaine génération regarde. Ils apprennent de nous ce que le service signifie, ce que l'honneur signifie, ce que le respect signifie. Et si les leçons qu'ils apprennent viennent de moments d'échec suivis de changements genuins, ces leçons colleront. Elle se redressa légèrement, sa posture s'installant en quelque chose qui reconnaissait le poids du moment. Je ne disparaîtrai pas à nouveau, du moins pas encore. L'amiral Crawford m'a demandé de rester, d'enseigner, de partager quelle que soit la sagesse que j'ai accumulée au fil des ans. Un fantôme de sourire traversa son visage. J'ai accepté. Les applaudissements qui suivirent furent encore plus forts qu'avant. Dans le chaos de félicitations et de bienvenue qui suivit, des conversations individuelles émergèrent de la célébration collective. Brick la trouva près de l'armurerie, la pièce de défi qu'elle lui avait donnée visible dans sa paume. « Maître chef, je veux que tu saches que j'ai demandé affectation à ton programme d'entraînement si tu m'as... » Malgré la réaffectation à l'entraînement basique, l'amiral Crawford a dit que mon temps là-bas pourrait être raccourci si tu le demandais. Quelque chose sur la valeur des perspectives réformées dans les rôles d'instructeur. Hazel l'étudia, lisant la sincérité où l'arrogance avait autrefois vécu. 3 mois, prouve que tu as réellement appris quelque chose et nous parlerons d'accélération. Oui, maître chef, son soulagement était palpable. Je ne te laisserai pas tomber. Ne te laisse pas tomber toi-même. C'est le seul standard qui compte. Gaston approcha ensuite, son visage buriné portant quelque chose ressemblant presque à la paix. Maître chef. J'ai pensé à ce que tu as dit, suravancer à travers plutôt qu'après, et j'ai commencé un jour à la fois des meilleurs choix. Il sourit presque. C'est plus dur que je ne m'y attendais. Les choses valables le sont généralement. Je voulais demander si ce n'est pas présomptueux, si tu pourrais me considérer pour le programme d'instructeur aussi. Pas immédiatement.
Je sais que j'ai plus à apprendre, mais éventuellement, Hazel hocha la tête lentement. Quand tu es prêt, viens me trouver. Nous verrons ce que tu es devenu. Le soleil de l'après-midi avait commencé sa descente quand Hazel trouva enfin un moment de solitude, debout à la même voie de tir où tout avait commencé. Voicept, le tir impossible. Le champ de tir était tranquille, les activités de la journée se terminant, le personnel dispersé aux casernes et familles, et quels que soient les moments privés qu'ils avaient taillés de la vie militaire, un sous-porté pensée. Fern avait approché sans que Hazel ne remarque, un témoignage soit des compétences de la marine, soit de la distraction de Hazel, juste se souvenant du tir qui a tout commencé, ça et d'autres choses. Le regard de Hazel resta fixé sur la cible distante. Marcus disait toujours que les tireurs d'élite étaient les gens les plus seuls dans n'importe quelle armée. Nous opérons à part, nous réussissons par l'invisibilité, nous mesurons notre valeur en mort que nous causons de distance qui rendent la connexion impossible. Ça sonne précis, il avait tort. Cependant, nous ne sommes pas seuls à cause de la distance. Nous sommes seuls parce que personne d'autre ne peut comprendre ce que nous portons. Elle se tourna pour facing Fern directement. Le poids des vies prises, le fardeau des choix faits, la connaissance de ce dont nous sommes capables et ce que cette capacité coûte. Fern fut silencieuse un moment. C'est pourquoi tu as essayé de disparaître. Le poids est devenu trop lourd. En partie, parce que je ne savais pas qui j'étais sans la mission, sans le but. Hazel secoua la tête lentement. Il s'avère que je suis encore en train de le découvrir. Peut-être que c'est OK. Peut-être que le découvrir est le point. Peut-être. Le silence entre elles était confortable plutôt que awkward. La connexion de gens qui se comprenaient au-delà des mots. Ezra veut te parler. Fern dit, enfin il a rassemblé le courage toute la journée sur Kandahar. Surtout, il dit qu'il a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est vraiment passé. Hazel considéra cela. La vérité sur Kandahar était plus compliquée que quiconque ne savait, plus dangereuse que la plupart ne pouvaient gérer. Mais Ezra avait gagné certaines réponses à travers une décennie de questionnements. Envoie-le, je lui dirai ce que je peux. Fern hocha la tête et partit, laissant Hazel seule avec la lumière fading et les souvenirs qu'elle portait. Ezra arriva tandis que les dernières couleurs s'évacuaient du ciel, sa silhouette incertaine contre le champ de tir s'assombrissant. Maître chef, Ezra, assis-toi. Ils s'installèrent sur le banc de tir, face à la direction que le tir légendaire de Hazel avait voyagé, la cible invisible maintenant dans l'obscurité croissante. Que veux-tu savoir? Tout, il fit une pause, n'importe quoi. Tout ce que tu peux me dire. Hazel fut silencieuse pendant un long moment, organisant des pensées qui n'avaient jamais été parlées à voix haute. Ton escouade a été embusquée parce que quelqu'un voulait vous mordre. Pas aléatoirement. Spécifiquement, vous aviez des informations que certaines personnes trouvaient incommodes. Quelle information? Vous aviez photographié un cache de fourniture qui n'était pas supposé exister. Des armes qui avaient été officiellement détruites finissant dans des mains ennemies. Preuve de quelque chose plus grand que n'importe lequel d'entre vous ne réalisait. Le souffle d'Ezra se coinça. Nous avons rapporté ce cache par les canaux appropriés. Ce qui est exactement comment les mauvaises personnes ont découvert ce que vous saviez. La voix de Hazel était plate. L'embuscade a été arrangée en 48 heures. Toute ton escouade était supposée mourir ce jour-là, mais nous ne l'avons pas grâce à toi. Parce que je ne suivais pas les ordres. J'étais là à enquêter sur la même chose que vous aviez trébuché dessus. Quand j'ai vu la configuration, je savais que quelque chose n'allait pas. Elle fit une pause. Je vous ai sauvé parce que c'était la bonne chose à faire. Le rapport que j'ai déposé ensuite m'accusait d'opérations non autorisées en dehors des paramètres de mission. Ils t'ont puni pour nous avoir sauvés. Ils ont enterré l'incident. Mon rapport, vos photographies, tout a disparu dans des niveaux de classification qui empêchent quiconque de poser des questions. Ezra fut silencieux, traitant des implications qui s'étendaient bien au-delà d'un seul échange de tirs. Les gens responsables. Opèrent-ils encore? Certains d'entre eux. L'expression de Hazel durcit. Mais j'ai maintenant des informations qui pourraient changer ça. Des preuves qui pourraient tout exposer. Que vas-tu faire? Je vais être patiente, prudente, stratégique. Elle se tourna pour le facing directement. Et quand le moment sera droit, je vais tout brûler. L'engagement portait un poids qu'Ezra pouvait sentir. Puis-je aider? Peut-être, éventuellement. Pour l'instant, concentre-toi sur être le soldat que tu étais destiné à être. La vérité sortira quand elle sera prête. Ils s'assirent ensemble en silence tandis que les étoiles émergèrent. Deux guerriers liés par des événements qui avaient façonné leurs deux vies, contemplant des futurs qui restaient non écrits. Les semaines qui suivirent établirent de nouveaux patterns au centre d'entraînement conjoint des tireurs d'élite. Le programme d'instructeur de Hazel
attira des candidats de toute la communauté des opérations spéciales. La nouvelle se répandant que quelque chose d'inhabituel se passait à Camp Pendleton, quelque chose qui valorisait le caractère autant que la capacité, la sagesse autant que la compétence. Brick compléta ses 3 mois avec distinction. Revenant au programme comme un homme changé, son style d'enseignement s'était transformé de dominance à guidance, d'intimidation à inspiration. Gaston trouva sa place aussi, son expérience devenant un atout une fois qu'il apprit à la combiner avec l'humilité. Clover s'épanouit sous mentorship direct, ses talents naturels affinés par une instruction qui reconnaissait son potentiel sans la presser. Et Sarah Webb, après un counseling intensif et un soutien familial, commença son propre voyage vers la guérison. Elle visita le centre d'entraînement occasionnellement, regardant Hazel travailler avec de nouvelles générations d'opérateurs, voyant de première main l'héritage que le sacrifice de son père avait aidé à créer. Le dossier resta verrouillé dans un emplacement sécurisé, son contenu attendant le bon moment pour révélation. Hazel avait partagé des portions sélectionnées avec l'amiral Crawford et des officiels de renseignement soigneusement vérifiés, construisant les fondations pour une exposition éventuelle tout en protégeant contre une action prématurée. La justice viendrait éventuellement quand le travail préparatoire serait complet et les cibles ne pourraient s'échapper. Un soir, tandis que les couleurs d'automne commençaient à peindre les collines californiennes, Hazel se tint à nouveau à la voie sept. La même position, la même cible, la même distance impossible. Mais tout le reste avait changé. Des pas approchèrent. Multiples. Elle reconnut la cadence sans se tourner. Brick, Gaston, Fern, Ezra, Clover, Otis, même Hugo, visitant des devoirs du Pentagone. Ils s'assemblèrent derrière elle en une ligne qui semblait moins comme une formation et plus comme une famille. Nous pensions que tu pourrais vouloir de la compagnie, dit Fern. Pensez que cette voix signifiait quelque chose pour toi, ajouta Brick. Voulu être ici si c'est OK. La gorge de Hazel se serra avec une émotion qu'elle se permettait rarement de sentir. C'est OK. Ils se tinrent ensemble en silence confortable, regardant le soleil descendre vers l'horizon du Pacifique, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose et d'or. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Clover doucement. Maintenant nous continuons, répondit Hazel. Nous entraînons, nous enseignons. Nous préparons la prochaine génération pour des défis que nous pouvons à peine imaginer. Elle fit une pause. Et nous souvenons quoi? Que chaque personne que nous rencontrons pourrait porter des fardeaux que nous ne pouvons voir, combattant des batailles que nous ne comprenons pas, survivant des histoires qui briseraient des âmes moindres. Sa voix se renforça avec conviction. Nous nous souvenons que le respect n'est pas quelque chose que tu donnes au rang ou position ou réputation. C'est quelque chose que tu donnes aux gens. Tous les gens, jusqu'à ce qu'ils prouvent qu'ils ne le méritent pas. Les mots résonnèrent dans la lumière fading. De quelque part distant, un téléphone sonna. Le téléphone de Hazel, le même qui avait livré des nouvelles impossibles semaines plus tôt. Elle répondit sans vérifier l'affichage. Wraith. Silence. Puis une voix qu'elle ne reconnut pas. Maître Chef Whitmore. Nous avons des informations sur ton ancien coéquipier, celui que tu pensais avoir laissé échapper. Qui est-ce? Quelqu'un qui partage ton intérêt pour la vérité? Une pause avec implication. Il planifie quelque chose plus grand que l'exposition, quelque chose qui pourrait déstabiliser des régions entières si ça réussit. Quel genre de quelque chose? Le genre qui requiert le meilleur de Ghost Reaper pour arrêter. Le vrai Ghost Reaper, pas la version corrompue. Le regard de Hazel se serra sur le téléphone. Je t'écoute. Il y a un dossier étant livré à tes quartiers? Tout ce que tu as besoin de savoir. Mais maître chef, sois prudente. Les gens impliqués dans ça, ils ne sont pas des amateurs. Ils sont exactement aussi compétents que toi et considérablement moins chargés par la conscience. Pourquoi me dire ça? Parce que certains d'entre nous croient encore en ce que Ghost Reaper était supposé être. Ce qu'il pourrait être à nouveau, la voix portait quelque chose qui sonnait presque comme de l'espoir. Arrête-le, maître chef. Arrête ce qu'il planifie. Et peut-être enfin les fantômes peuvent te reposer. La ligne devint morte. Hazel abaissa le téléphone lentement, son esprit déjà courant à travers implications et possibilités. Des ennuis, demanda Fern, lissant l'expression sur son visage. Opportunité. Hazel se tourna pour facing le groupe assemblé. Comment vous sentez-vous tous pour une mission de plus? Les réponses vinrent sans hésitation. Le hochement déterminé de Brick, l'affirmation stable de Gaston, le sourire féroce de Fern, l'engagement tranquille d'Ezra, même l'acknowledgement incertain mais volontaire de Clover. Alors nous avons du travail à faire. Hazel se permet un petit sourire. Les guerriers ne prennent pas leur retraite après tout. Nous trouvons juste de nouvelles batailles à combattre. Au-dessus d'eux, les premières étoiles émergèrent dans le ciel s'assombrissant.
En dessous, le Pacifique roulait éternel contre les rivages californiens, et quelque part entre le ciel et la terre, des fantômes remuaient avec des buts à la fois complétés et continuants. Certaines histoires finissent avec résolution. Celle-ci finissait avec un début, parce que les meilleurs guerriers comprennent que la paix n'est pas une fin. C'est juste une pause entre les tempêtes, et les tempêtes, comme toujours, se rassemblaient